Bonjour, la voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui une colère, celle d'un certain nombre de maires ruraux qui s'inquiètent de la réforme en cours, ce qu'on appelle la loi NOTRe, l'organisation des territoires. Cette fonction de maire va-t-elle disparaître, noyée dans les intercommunalités? Plus largement, quelle est la place des territoires ruraux dans la République? Pour répondre à ces questions et pour en débattre sur notre plateau, Dominique Vérien, maire UDI de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Bonjour. Bonjour Lilian. Vous êtes présidente de l'association des maires ruraux de Lyon. Patrick Molinoz, maire radical de gauche de Vénarel-et-Lôme en Côte-d'Or. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi vice-président de l'association des maires de France. Jean-François Farinck, maire de Blanneau, président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire. Bonjour à vous. Et Fabien Bazin, maire socialiste de Lorme, dans l'Asnières. Vous êtes aussi conseiller départemental de l'Asnières. Bonjour. Bonjour. Et chez vous, vous pouvez réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter et sur notre site internet. Le message du week-end dernier, c'était donc Village sacrifié, une opération coordonnée par l'Association des maires ruraux pour protester contre la fameuse loi NOTRe qui est en discussion devant le Parlement, hier soir encore au Sénat d'ailleurs, déjà votée en première lecture à l'Assemblée. NOTRe pour, on va essayer de faire simple, nouvelle organisation territoriale de la République, une loi très importante qui va fixer et délimiter les compétences de toutes les collectivités. Et quand je lis les tracts de l'AMR du week-end dernier, vous avez la main lourde, je vous cite sur certains tracts, « L'heure est grave, les libertés des citoyens sont menacées ». Alors moi je pensais qu'il s'agissait de savoir qui des communes ou des communautés de communes allaient s'occuper de l'eau ou des écoles, Dominique Vérien. En quoi est-ce que l'heure est grave? Alors, l'heure est grave parce que transférer techniquement beaucoup de compétences à une intercommunalité à laquelle... pour laquelle on décide qu'elle devra avoir une taille précise et relativement importante, et ensuite faire un amendement en parallèle qui permet d'élire au suffrage universel direct les instances qui la dirigeront, fera que cette intercommunalité, aura un pouvoir sur la commune. Et le maire, qui lui a été également élu, j'ai un peu de mal à m'exprimer, excusez-moi. Donc l'intercommunalité aura ce pouvoir. La personne qui aura été élue au suffrage universel direct n'aura pas de lien avec la mairie, puisque ne sera plus issue de la mairie comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est une communauté de communes. Nous nous associons, les maires on va parler de ça, bien sûr, s'associent ensemble. Demain, s'il y a deux élections, à la fois la commune et à la fois l'intercommunalité, nous allons avoir deux pouvoirs sur un même territoire, dont un qui aura un pouvoir supérieur à l'autre si on suit la loi NOTRe. D'où la gravité de la situation pour vous. Jean-François Farinck, vous étiez aussi dans cette manifestation à Arceaux, en Côte-d'Or, où il y avait un certain nombre de maires ruraux de Bourgogne. Collègues des autres départements de Bourgogne. Moi, ce que je dirais, c'est que quand on regarde ce texte de loi, qui est très long, qui fait 200 pages, je trouve que la commune est oubliée. D'ailleurs, c'est significatif. Si vous regardez les titres, vous savez, cette loi a des grands titres, des régions renforcées, titre 1, titre 2, des intercommunalités renforcées, et puis il y a quelques autres titres plus techniques, mais il n'y a rien sur la commune. C'est-à-dire qu'on prélève, on enlève des compétences aux communes, comme on l'a déjà fait. Là, il y a une nouvelle série de compétences qui sont transférées aux intercommunalités et on ne dit pas ce qui doit rester à la commune. On ne pense pas ce que doit être la commune, et notamment la commune rurale, dans les années qui viennent. Qu'est-ce qui doit relever vraiment de sa compétence et qui doit rester donc en proximité sur la responsabilité communale. Ça n'est pas dit. C'est une loi qui s'occupe des autres niveaux, qui organise des transferts de responsabilités vers d'autres niveaux et qui ne parle pas de la commune. Patrick Molinoz, est-ce que vous faites la même interprétation, vous, de ce qui est en train de se décider, ou il vous semble que ce qui est en train de se faire est plutôt positif? Je fais une interprétation assez semblable, avec ce bémol, c'est que l'objectif de la réforme est, lui, totalement louable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester systématiquement, en permanence, dans des fonctionnements un peu ancestraux qui trouvent leurs limites. Le monde a évolué. La place des communes est, à mon sens, essentielle et on doit garder les communes. À partir du moment où il y a une volonté d'organisation sur les territoires, on doit garder les communes, et les communes rurales et les petites communes ont toutes leurs raisons d'être. Sauf que la réalité de l'exercice des actions des communes
Quand on est dans une commune de 50 habitants, dans une commune de 5 000, c'est déjà pas la même, et dans une de 5 000 et une de 30 000, c'est pas la même. Donc l'objectif de dire il faut qu'on trouve les moyens de revitaliser le rural, il est bon. Sauf que les moyens qui sont proposés, effectivement, sont extrêmement inquiétants, et j'espère qu'on y reviendra. Oui, il y a sûr. autre chose qui rend la situation extrêmement difficile pour les maires en ce moment. Il y a ce projet de loi qui est encore en discussion, qui sort du Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire, il y aura un vote de l'Assemblée fin juillet. Mais il y a une autre situation qui est, elle, immédiate et d'une urgence totale, c'est celle des dotations Vous et allez des nous parler moyens. de sous. Vous allez Ouais, nous parler mais de oui, sous. mais oui. Mais vous parlez d'argent. C'est le parce message. que- On va dire que l'AMR fait un message sur la loi NOTRe et l'AMF, l'Organisation des maires de France, et François Baroin appuient beaucoup sur les finances en ce moment. Bah, on appuie sur les finances en ce moment parce que c'est le sujet de la préparation de la loi de finances 2016 et ce sont les discussions avec le gouvernement actuellement. Et ça, c'est de l'immédiateté, c'est des effets tout de suite. La réforme de la loi NOTRe, elle aura des effets positifs ou négatifs dans le temps. Il y a des choses inadmissibles dans la loi NOTRe. Moi, je ne suis pas contre l'intercommunalité. On doit raisonner bloc. Vous êtes communal. vous-même président d'une intercommunalité. Oui. Non, mais l'intercommunalité, elle a un rôle. Elle permet de faire sur une échelle ce que les plus petites communes ne faisaient en réalité pas hier ou ne pouvaient plus faire. Donc l'intercommunalité n'est pas en cause. Elle a une véritable utilité. Simplement, le gouvernement sur cette loi, sur certains sujets, se plante, à mon sens, complètement, notamment sur celui des seuils de population. Sarkozy l'avait déjà fait en mettant un seuil à 5 000, contre lequel nous étions élevés à l'époque, quand même. Et moi, comme j'essaie d'être cohérent dans le temps, je ne vois pas pourquoi je ne trouverais inacceptable 5 000 habitants partout en France de la même manière il y a 5 ans ou 6 ans, et que je trouverais acceptable 20 000 aujourd'hui. Fabien Mazin. Oui, enfin moi je pense qu'on est là sur la question de l'outillage, de la façon dont tout ça va être mené. Bon, c'est très bien, on peut faire effectivement 40 minutes de discussion là-dessus. Non, on va pas faire 40 minutes. Je pense que ce serait mieux. En effet, le sujet, je crois que c'est important de le rappeler dès maintenant. Mais quand même, Oui. un mot sur, Oui. sur cette idée de commune et intercommunalité. Oui. Parce que d'abord, c'est un Rien- niveau rien que de les nouveau sous le Français soleil. découvrent un peu finalement, Oui. parce que pour les Français, ils ont un Bien maire, sûr. il y a un Bien département, il y a une région, l'intercommunalité n'existe pas vraiment, et on a l'impression que ça a du mal à passer finalement dans les mentalités. Mais bien sûr. Mais attendez, l'intercommunalité, c'est un outil qui est au service des communes. Voilà, c'est à ça que ça sert. Ça permet de délivrer un certain nombre de services. Exemple, il y a 20 ans, sur le canton de l'Orme, l'ancien canton de l'Orme, 10 communes, moins de 4 000 habitants, 4 services de ramassage des ordures ménagères. 4 camions, 4 fois 3 gars. Bon, aujourd'hui, intercommunalité, un seul service, et on avance de manière intelligente. Donc, il n'y a pas de discussion, enfin, je crois pas entre nous, sur la question de l'intérêt de l'intercommunalité et sur la question du maintien des communes, qui sont deux choses différentes, mais encore une fois, intercommunalité au service des communes. Quand on est dans le monde rural, c'est quand même ça aussi qui est notre préoccupation, si on ne dit pas dès le début qu'on passe de 1 siècle et demi d'exode rural, d'un logiciel qui est complètement intégré par les uns et par les autres. On s'en va à la campagne, il n'y a plus rien, c'est foutu, les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils vont retrouver à la ville, avec le taux de chômage qu'on a, je suis pas certain qu'ils en trouvent beaucoup plus. On est passé aujourd'hui à l'exode urbain. Vous avez aujourd'hui 200 000 citadins, 200 000 cette année, qui quittent les métropoles pour revenir à la campagne. Les désirs de campagne sont mesurés, BVA fait ça très régulièrement, c'est 10 millions de citadins qui ont un projet de vie à la campagne. Dans 30 ans, c'est pas loin 30 ans à l'échelle de la vie d'une commune, dans 30 ans on aura 10 millions de Français en plus. Où est-ce que vous allez les mettre? On va pas continuer à construire des maisons sur les ponts à Paris, ces gens-là ils vont revenir dans les territoires. Donc tout l'enjeu de la loi NOTRe, tout l'enjeu de nos discussions, c'est quelle organisation locale on propose pour à la fois mieux accueillir ceux qui sont en train d'arriver, le mouvement est déclenché depuis plusieurs années, et comment on accompagne ceux qui ont tenu la baraque pendant 50 ans, un siècle et un siècle et demi. Donc, je pense que le débat il est là-dessus, pas forcément sur l'outil, mais sur comment aujourd'hui on définit ensemble une politique publique de la ruralité efficace et respectueuse de chacun. On va y venir. Dominique Vérien, est-ce qu'on doit comprendre que la position des maires ruraux, c'est de souhaiter que les intercommunalités ne deviennent pas un échelon politique fort? Parce que, est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre en transparence finalement? C'est-à-dire les intercommunalités qui seront forcément grosses, forcément élues au suffrage universel, deviendront forcément un élément politique dans le paysage. Et moi j'ai envie de vous dire, on l'a commencé à le voir dans ces élections départementales, où systématiquement, dans la constitution des binômes, on voyait apparaître systématiquement ce qu'on appelle dans le jargon les présidents des Comcom. Systématiquement, beaucoup plus qu'avant.
Est-ce que vous souhaitez justement que ça n'arrive pas trop et que les intercommunalités ne deviennent pas trop fortes? Je pense qu'il faut garder un petit peu de cohérence. On ne peut pas dire qu'on cherche à retirer des feuilles au millefeuille Voilà, et en rajouter une. C'est là où je voulais venir. Puisqu'en fait, on arrive effectivement à en rajouter une si jamais on élit au suffrage universel direct ces conseillers communautaires. Et pour le coup, la communauté de communes ne sera plus cet outil que nous appelons effectivement tous de nos voeux au service des communes. Ça deviendra une instance dirigeante et politique, puisque le seuil de 20 000 va forcément politiser, et ça aussi on l'a vu au moment des départementales. On a bien vu qu'avec ces grands cantons, on a beaucoup plus politisé les élections. Les candidats étaient beaucoup moins connus sur le territoire, sur l'ensemble du grand territoire. Et quand on voit le résultat que ça a pu donner dans Lyon, je ne suis pas sûre qu'on ait envie de vivre ça pour nos communautés de communes. Jean-François Farin, moi j'avais envie de vous dire, dans certains de vos papiers au moment de la manifestation, il y avait l'exemple des maires ruraux qui font des travaux bénévolement dans leur commune. On se souvient qu'il y a beaucoup eu aussi de discussions sur la crise des vocations pour les maires ruraux. Ben, paradoxalement, si les maires ruraux ont moins à faire, il y aura peut-être plus de gens qui auront envie de le faire, non? Je pense pas. Je pense que la commune rurale est un échelon de proximité. Et si on a aujourd'hui beaucoup de bénévolat, beaucoup de gens qui sont prêts à faire des travaux bénévoles, de l'entretien bénévole, des conseillers municipaux qui font des petites réparations, c'est parce que l'échelon est proche et parce qu'on s'engage plus facilement en proximité que sur un vaste territoire. La commune rurale, d'ailleurs, pour faire le lien avec la question des finances publiques, c'est quelque chose de sobre. La commune rurale est un échelon qui est très très sobre au plan budgétaire, parce qu'il y a une somme de bénévolat, ça ne coûte rien aux finances publiques, et si vous additionnez tout le bénévolat quotidien, hebdomadaire qui est fait, je pense qu'on a des sommes assez conséquentes qui sont faites par les petites municipalités rurales. Réagissait sur deux choses. L'histoire du millefeuille, il faut aussi qu'on arrête. Il y a autant de niveaux de collectivité en Allemagne, en Italie, en Espagne qu'en France. Le sujet, c'est pas le millefeuille, ça c'est un truc qu'on a mis dans le débat public et que les médias ont beaucoup relayé, qui n'est pas une réalité. Le sujet, c'est comment on collabore mieux avec les partenaires. Et les partenaires, ce n'est pas que l'intercommunalité, c'est encore aujourd'hui le département, et tant mieux au moins pour les territoires ruraux. C'est des régions qui ont un pouvoir extrêmement important. C'est un État central qui revient sur les territoires, assez paradoxalement, qui reprend la main en tout cas sur les territoires, et c'est l'Union européenne. Moi, village de l'Orme, 1500 habitants, je vais traiter des dossiers à Bruxelles aujourd'hui. Par ailleurs, sur l'intercommunalité, et une intercommunalité forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences qui s'occupent des ordures ménagères, du développement économique, du développement touristique, éventuellement de l'équipement informatique des écoles, de la voirie, c'est le cas chez moi. Ma communauté de communes, 4000 habitants, elle est celle qui a le coefficient d'intégration fiscale, le plus important du département. C'est-à-dire la communauté qui a le plus, où les communes ont le plus donné de compétences. Bon, j'ai jamais eu, comme maire, autant de travail. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ces sujets très techniques qui sont compétences obligatoires, compétences facultatives, pour s'intéresser aux vrais problèmes des gens. Et les vrais problèmes des gens, c'est pas des sujets de compétences. C'est un sujet qui est comment on invente le 21e siècle dans un pays qui voit la fin d'une civilisation, la fin d'une histoire. C'est celle de l'exode rural, c'est celle de plein de choses. Ça marche aussi dans les villes, les problèmes des banlieues, les quartiers difficiles, tout ça. Qu'est-ce qu'on invente à la place? Et c'est notre responsabilité à nous, maires, et singulièrement aux maires ruraux, d'inventer ce nouveau modèle de vivre ensemble. Et là, il y a un travail, il y a un considérable et un boulevard pour tous les maires ruraux. Et effectivement, comme le dit le collègue, on ne touchera pas aux communes rurales, si elles qui souhaitent se rapprocher, elles ont des possibilités plus simplifiées de le faire aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'on a 36 000 bénévoles fois 10 en moyenne probablement dans ce pays, et que c'est une richesse incroyable, et qu'on ne va pas mettre des fonctionnaires à la place des maires ruraux aujourd'hui. Une des difficultés, si je peux, c'est cette obsession de la taille. En ce moment, depuis 2 ou 3 ans, ça a commencé. Ça vaut pour les régions. On est dans ça vaut pour les régions aussi, et puis ça a commencé en fait. Désolé, mais sous il faut le rappeler, sous la majorité précédente, c'est à la fois, c'est deux choses que je trouve dramatiques. Aller dans le sens extrêmement populiste d'accompagner les mouvements sondagiers qui disent que les Français n'ont plus confiance dans leurs élus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les uns et les autres, Sarko a commencé, là ça continue, on va diminuer le nombre d'élus, on va essayer de dire qu'effectivement il y en a trop, et on accompagne un mouvement
qui va à l'encontre des fondements de la République et de l'histoire de ce pays, qui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de la Révolution française à aujourd'hui, est passé de la monarchie à la République tant bien que mal au 19e, à la République décentralisée en 81, avec un président qui a quand même marqué durablement l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, on est parti sur un phénomène inverse. Et on est dans cette logique totalement populiste, en train de déstructurer le lien entre les citoyens et ceux qui portent en leur nom, une responsabilité qui va loin, qui est pénale, qui est celle du mieux-être sur nos territoires. Et cette obsession de la taille... Donc obliger les communes à se mettre à 20 000 habitants pour faire une interco, ça vous semble... Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, il est vrai aussi qu'il y a des intercommunalités qui sont des coquilles vides, des élus qui n'ont pas voulu s'engager dans des politiques. Si on fait le tour, ne serait-ce qu'en Côte d'Or, de l'ensemble des intercommunalités, qu'on regarde la réalité des compétences exercées, pas celles qu'elles ont. Je m'occupe de développement économique. Qu'est-ce que vous faites en développement économique? Rien. Il y a aussi des coquilles vides et il y a des lieux qui meurent. Et il est normal que le gouvernement se dise il faut qu'on cherche le moyen qu'il y ait de meilleures réponses aux attentes de nos concitoyens. Sauf que, pour l'instant, ce qu'il propose, c'est l'imposition d'un schéma mathématique, pour tout dire administratif, technocratique, et ça marche pas. Il faut être sur l'incitation, il faut être sur la sanction éventuellement. Celui qui ne fait pas, eh bien, on peut le sanctionner financièrement. En ce moment, on a plutôt en plus intérêt à sanctionner ceux qui font pas, pour au contraire accompagner ceux qui font. Donc encore une fois, l'objectif est louable, mais la méthode n'a pas de sens. Pourquoi 20 000? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 7? On en était à 15 000 hier soir. Hier soir au Sénat, il y a eu un amendement. Non, mais ce qui est vrai dans la Nièvre n'est pas forcément en Côte d'Or, n'est pas forcément dans les Landes. Ne disons pas 15 000, 20 000. On sait aujourd'hui qu'il y a 2 dérogations possibles, 5 000, 6 000 habitants. Donc très franchement, c'est pas la discussion, c'est pas le sujet. On discutait avec la collègue. Le projet chez vous, c'est d'aller sur le périmètre du pays. C'est une stratégie qui est très bien. Dans d'autres territoires, chez moi, c'est pas forcément possible. Enfin, très franchement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait reconquérir nos rues commerçantes? Est-ce qu'on sait faire du très haut débit partout et pour tous? Voilà, c'est ça. Justement, pour faire tout ça, nerf de la guerre quand même, c'est quand même un point important. C'était aussi pour ça qu'on souhaitait avoir Patrick Molinos, qui est vice-président de l'Association des maires de France, qui s'exprime là-dessus en ce moment, sur effectivement la baisse des dotations aux collectivités. Fabien Mazin n'est pas content que je parle de ça, mais on va le faire quand même, Fabien. François Baroin, le président de l'AMF, dit c'est très grave, à cause de ça, l'économie française va mourir puisque les communes ne paieront plus quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que il faut gagner? Alors, le paradoxe, c'est que tout le monde est d'accord pour faire des économies, mais en général, jamais sur sa propre collectivité, jamais sur soi-même. Donc, en gros, est-ce que je suis démagogue en disant tous les maires de France sont d'accord pour qu'on fasse des économies, mais pas sur les communes de France? Ça c'est pas juste, parce que... Non. D'abord, il reprend la parole l'autorité. Mais Dominique Vérien et Jean-Paul Varin qui attendent patiemment. Non, mais allez-y. Alors déjà, effectivement, c'est pas juste parce que toutes les communes ne touchent pas la même chose non plus par habitant. Donc là, quand on parle de communes rurales, le fait de vouloir grossir absolument va coûter beaucoup plus cher. C'est-à-dire que si on doit devenir, alors, puisque les dotations dépendent aussi des tailles de communes, de toute façon, donc une commune de 3500 habitants coûte plus cher à l'État qu'une commune de 1500, ne serait-ce qu'en dotation. Ensuite, elle coûtera plus aussi, parce que si on éloigne, et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette politique du chiffre est assez absurde puisqu'elle ne tient compte que de la démographie et pas du tout de la géographie, de la topographie. Alors elle en tient maintenant un peu compte. Oui, quand même dans les zones désertes. Elle en tient maintenant un peu compte avec effectivement toutes ces dérogations que l'on peut avoir et c'est heureux. Mais malgré tout, dans la pensée unique qui veut qu'il faut qu'on supprime des élus et qu'il faut qu'on supprime des communes, on a un petit peu cette réflexion. Or, nos communes ne sont pas comme en zone urbaine où d'un côté de la rue c'est une commune et de l'autre côté c'est une autre. Chez nous, il y a des kilomètres qui séparent. Vous êtes maire, les économies, c'est combien en moins pour vous? Une commune de... Ça signifie quoi dans vos communes? Une commune de 500 habitants, prenons un exemple moyen d'une petite commune de 500 habitants, c'est 30 à 40 000 euros, donc en moins en 2017, alors, sur un budget de 500 000 euros. Arrêtons tout de suite. La dernière dotation que l'on connaît, elle est arrivée chez nous hier ou avant-hier. Donc je ne sais pas comment vous faites pour dire c'est 30 ou 40 000 euros de moins. Commune chez moi, j'ai regardé avant de
venir. Je n'ai pas connaissance de toutes mes dotations. Je perds sur 450 000 € à peu près de dotation de l'État, 2 000 €. C'est une paille. Ceux qui perdent, en effet, c'est les communes de plus de 3 500 habitants. Donc il faut... globalement, mais qui perdent singulièrement, c'est celle-là. 100 000 €. Par ailleurs, oui, non mais attends, en intercommunalité probablement, pas en commune. Donc si tu as refait tes comptes, ce n'est pas de la DGF dont il faut parler. Voilà, on est technique, c'était ma dotation globale, DGF, dotation globale de Si on fonctionnement parle de la l'État verse. DGF, Voilà. c'est sur une commune de 500 habitants, on a plusieurs exemples. Oui, mais ça monte les en autres. général, Non, mais en c'est là, il ne faut 2017, pas ça- enfumer les gens. ça- Il faut pas Ah non, enfumer ça leur fera moins peur. 30 000 €. Les Non, autres, Bah, c'est déjà je vous moins le 10 000, dis, et je ça vous sera le moins dis, 30 000 à les la autres fin. dotations montent. Donc globalement, on s'en sort. C'est le premier point. On Le explique à deuxième ceux qui point, nous regardent qu'il y a le deuxième- plusieurs dotations Attendez, différentes, donc- c'est ça que voilà, Oui, j'essaie de et baliser au on fur et a à mesure. beaucoup Tout à fait, simplifié avec des les choses. Bon, par ailleurs, personne ne parle de supprimer les communes aujourd'hui. C'est pas dans le. Troisièmement, ce qui est extrêmement important, et c'est là où il faut aussi que les maires ruraux on fasse tous ensemble un effort de formation. On est à un moment où on négocie le contrat de projet entre l'État et la région. Il y a des lignes de crédit pour les territoires ruraux. On est à un moment où on bénéficie de programmes européens, un programme leader, plusieurs millions d'euros. On est à un moment où on renouvelle en Bourgogne les contrats de pays, plusieurs millions d'euros. On est à un moment où la dotation de l'État qui aide à l'investissement, qui s'appelle la DETR ex-DGE, est augmentée dans la Nièvre de 50%. Très franchement, les moyens, ils sont là. On les a. Il faut aller les chercher sur ces différents programmes, sur ces différents projets, et ne pas crier au loup parce que on est sur un discours qui est assez si je idéologique comprends et bien, qui Fabien concerne Bazin. les communes plus Non, importantes. La mutation, ce serait qu'on donne moins automatiquement, mais qu'il existe d'autres crédits à aller chercher si on fait des choses. Le solde est négatif. On a déclenché les enfers, j'ai l'impression. Dès qu'on parle d'argent, vous avez vu, dès qu'on parle d'argent, Patrick Molinos et puis après, Mon collègue de l'Orme évoque effectivement des fonds qui sont en augmentation. C'est vrai pour la DETR, c'est vrai pour un certain nombre, mais qui sont essentiellement des fonds d'aide à l'investissement. D'accord ? Essentiellement. Investissement des communes qui a baissé, et ça, ce sont des chiffres officiels, de plus de 12% au niveau national. On parle des communes rurales. Oui. Enfin, Non. que des Moi, je communes parle de rurales. l'ensemble des communes Voilà. et la difficulté pour une commune, c'est de dégager un peu de marge de manœuvre pour pouvoir faire le peu d'investissement qu'on fait en rural, parce qu'on n'est pas sur des sommes phénoménales, il faut qu'on soit raisonnable. On n'a pas énormément sur les plus petites communes de gros projets d'investissement. En revanche, nous sommes animateurs, créateurs, gestionnaires de services publics qu'on ne pourra plus gérer, animer, payer, si on continue sur cette pente-là. Moi, j'ai appris hier, c'est quoi comme par toi, exemple mon cher ça? C'est la collègue. cantine scolaire, Attends, c'est des choses les comme ça qu'on dit de service public? C'est les cantines, c'est la collecte des déchets ménagers, c'est le cantonnier, tout simplement. les activités de la commune, périscolaires, ouais. extrascolaires. Je ne vais pas revenir sur Je note que vous ne gérez pas tous de la même manière, vu non, on vos ne gère réactions pas, on ne différentes. gère pas tous la même chose. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les baisses de dotation de fonctionnement deviennent, en particulier pour les petites communes intermédiaires, extrêmement difficiles à assumer. Je vais prendre, tu évoquais les dotations qui arrivent aujourd'hui. Il y a un fonds qui a été créé, c'est un peu technique, qui s'appelle le Fonds de péréquation intercommunale. Le FPIC. On est en train de perdre nos téléspectateurs. Non. je vous le dis. On prend aux pauvres, on prend aux riches, on donne aux pauvres. Ah là, on c'est ça comprend l'idée, mieux, d'accord ? On prend aux collectivités les plus riches et on donne aux plus pauvres. Très bonne idée, on est tous d'accord là-dessus, si on a un peu un sens de la justice et de l'équité. La collectivité que je préside, la communauté de communes du Pays d'Alsace et de la Seine, depuis 3 ans, en FPIC, a été bénéficiaire 30 000, 60 000, 90 000 euros. 12, 13, 14. 15, là, le chiffre est tombé hier, j'étais à plus 90 l'année dernière, je serai à moins 5 cette année. Il va falloir qu'on m'explique. Il va falloir qu'on m'explique. Si, c'est un fonds, là je parle du fonds. Non, ne fais pas ça, parce que là tu... Non, c'est pas bien. Ça peut revenir, il y a une partie qui revient aux communes. S'il vous plaît, je parle de l'argent pour le territoire. Ce territoire, c'est les communes et l'intercommunalité. 30, 60, 90 bénéficiaires sur les 3 dernières années. Cette année, moins 5. C'est-à-dire que, globalement, ce territoire, composé de communes et d'une intercommunalité, perd 100 000 euros. C'est énorme. Énorme. Oui, mais donc, la situation financière aujourd'hui, et le Premier ministre l'a dit à François Baroin avant-hier, il entend la difficulté des collectivités à dégager des marges d'investissement. Il dit son inquiétude, il comprend l'inquiétude des collectivités face aux PME, aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. Si on continue, si la baisse se poursuit,
comme elle se poursuit aujourd'hui, nous serons incapables d'investir à l'avenir. Il faut savoir que sur les 3,6 milliards d'économies prévues, 60% pèse sur les communes de France. 60%. Oui, 30% sur les régions, 12% sur les départements. Alors même que nous réalisons 60% d'investissement public. Donc les communes sont aujourd'hui les maltraités, très clairement, globalement, les maltraités des économies. Alors je crois que les chiffres sont quand même... c'est une réalité. Les chiffres sont quand même très parlants. Oui, on a évoqué toutes les dotations. Il y a une dotation qui s'appelle la dotation de fonctionnement, qui est la plus importante et qui baisse très fortement. Oui. Et il y a une compensation partielle. C'est vrai que la dotation juste en même temps, des est-ce que vous êtes territoires d'accord ruraux. pour qu'on réduise les déficits publics? Parce qu'à la base, quand même, Oui, mais ça, pas dans c'est fait cette pour réduire les mesure. déficits publics. Non, mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu, même dans une petite commune, vous expliquez aux conseillers municipaux qu'il faut faire quelques économies, tout le monde est convaincu. Simplement, c'est la proportion qui est quand même énorme. Baisser la dotation de fonctionnement de 30%, c'est énorme et ça met en cause, comme le disait M. Molinos, le fonctionnement Un mot de Fabien Bazin et on passe à la suite. Non, très franchement, il faut qu'on soit clair par rapport aux téléspectateurs. Je comprends et je partage ce que dit Patrick, je comprends ce que vous dites, mais on parle effectivement des communes de France, on ne parle pas des communes rurales. Aujourd'hui, ces dispositifs qui sont effectivement, que je combats aussi, avec lesquels je ne suis pas d'accord, touchent prioritairement les intercommunalités, d'accord, et les communes qui sont de plus de 3500 habitants en gros. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas instrumentaliser les maires, les collègues de communes de moins de 3500 habitants. Je voudrais préciser quand même, parce que sur le fonctionnement, c'est vrai que moi j'ai entendu, et notamment le préfet de Lyon, préciser que pour l'investissement, les aides de l'État étaient toujours là. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que la DETR, c'est un pourcentage d'aide, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà. Vient en aide sur un projet d'investissement, c'est un pourcentage qui est donné, mais sur quelle base les communes, elles, font leur investissement? Sur le reliquat de ce qui leur reste du budget de fonctionnement. Donc plus on baisse le fonctionnement, moins on a de quoi investir, et c'est pas parce qu'on peut avoir une aide de 20% que les 80% restants, on saura les payer. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on nous baisse le fonctionnement c'est parce qu'on nous baisse le fonctionnement qu'on ne peut malgré tout pas investir. Comme quoi les raisons de la colère n'étaient pas forcément au début de l'émission. Il nous reste 2 minutes avant la tranche de midi, puis on aura un quart d'heure après. C'est aussi le moment d'ouvrir un sujet, mais qui finalement est dans la continuité d'une ère de la guerre et de l'argent, sur justement ces territoires ruraux. Aujourd'hui, Fabien Bazin commençait l'émission en disant c'est aussi le questionnement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est l'avenir des territoires ruraux? Vous parliez d'exode dans cette direction-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose, une question que se pose Jean-François Farinck, les maires ruraux aussi, c'est-à-dire quand on est maire d'une petite commune, est-ce qu'on en est surtout réduit à se préoccuper de la qualité de l'école, des murs de l'école, ou quand il y a une école, ou est-ce que les maires se posent la question? Tout à fait, parce que dans nos villages, alors je confirme tout à fait ce que disait M. Bazin, le phénomène quand même nouveau, c'est que la diminution des populations dans les zones rurales, c'est terminé. Donc on a au mieux stabilisation, et puis parfois, au pire stabilisation, et parfois même une augmentation de la population depuis une dizaine d'années. Donc on voit arriver des jeunes agriculteurs qui remplacent les anciens. Il y en a quand même un certain nombre moi j'en ai 2 dans ma commune, qui viennent d'arriver dans les 12 derniers mois. On voit arriver des entreprises de services, on voit arriver des artisans, on voit arriver des télétravailleurs. Moi, dans ma commune, j'ai 2 personnes qui travaillent avec pour un éditeur, une grosse maison d'édition qui est implantée aux États-Unis, et donc qui demande du haut débit, des facilités de travail. Donc effectivement, il faut accompagner ces gens. Alors l'accompagnement n'est pas le même, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour accompagner un nouvel agriculteur, puisque ça relève de politiques qui sont plutôt nationales. Il y a pas mal de structures d'accompagnement déjà pour un agriculteur. Mais ne serait-ce que l'accueil, l'écoute, c'est très important, et on passe beaucoup de temps là-dessus, parce que ce sont des gens pas faciles. Un jeune agriculteur, il y a aussi la vie de la commune, plus largement, probablement. Oui, et donc il faut créer, il faut que nos communes soient accueillantes, il faut qu'on puisse aider aussi les petites entreprises qui arrivent dans le maquis des aides qui existent et qui continuent d'exister quand même. Et ça c'est très important. Il y a un mouvement qui est enclenché, qui est un mouvement important de retour vers les campagnes. Et les études ne manquent pas, je suis d'accord. Un francilien sur 2 rêve
de s'implanter à la campagne. Il y a peut-être loin du rêve à la La réalité quand oui, même. encore un peu. Je vous coupe parce que c'est la fin de cette première partie. Ça nous a donné envie de continuer à débattre là-dessus. On se retrouve juste après les informations de midi.